Voilà, on va passer à un autre sujet maintenant assez grave, l'affaire Dominique Strauss-Kahn. Vous savez que le meilleur moyen de détruire un homme puissant, un homme d'abord, et ensuite un homme puissant a fortiori, c'est de l'accuser de harcèlement sexuel, de viol ou de pédophilie. L'accusation fondée ou non, il est jugé avant d'être jugé par une opinion publique favorable à la veuve et à l'orphelin en général. Et par le jeu de beaucoup de médias qui privilégient la rumeur à l'information. Donc, on se souvient de Dominique Strauss-Kahn, l'ancien directeur du Fonds monétaire international, qui a été accusé par une femme de chambre guinéenne. On se souvient aussi de la tempête médiatique qui s'en est suivie. Mais peu ont analysé ce qui se cache derrière cette furie générale autour d'un homme dont la présomption d'innocence semble très mal acquise, ou du moins défendue. Je suis avec Mathieu Bocoté pour en parler. Bonjour Mathieu. Bonjour. On s'entend sur une chose quand même, que tout le monde est égal devant la loi. Oui, bien évidemment. Alors qu'elle soit femme de chambre, noire, monoparentale, blanche, bleue, homme, trisexuel, n'importe quoi. Je veux dire, tout le monde est égal. C'est un principe fondamental des sociétés démocratiques que celui de l'égalité devant la loi. Oui. Cela dit, ce qu'on peut comprendre, ce qu'on constate, c'est que cette égalité devant la loi est vécue très différemment qu'on soit d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique. Et c'est la première chose, je crois, qu'on peut dire, et ça a été noté par plusieurs d'ailleurs à propos de l'affaire Strauss-Kahn, de l'affaire DSK. Ouais. C'est ce qui aux États-Unis est considéré immédiatement comme crime de première importance, en France, est immédiatement relativisé. Immédiatement relativisé, pourquoi? On l'a dit aussi parce que ça fait partie des deux tabous, si je puis dire, des pays. C'est-à-dire, d'un côté, aux États-Unis, le tabou, c'est la question du sexe, bien évidemment. En France, c'est la question de l'argent. Donc, à partir des tabous propres à chaque pays, à partir des cultures propres à la France d'un côté, aux États-Unis de l'autre, ce qu'on voit véritablement, c'est que ce principe de l'égalité devant la loi est considéré très différemment. S'ajoute à cela le fait qu'il y a aux États-Unis une forme non pas d'esprit démocratique seulement, mais de démocratisme. C'est-à-dire, pour prouver que tous sont égaux devant la loi, quelquefois, il faut frapper plus fort sur les puissants, justement pour montrer qu'ils ne sont pas à l'abri de la loi, alors qu'en France, il y a le vieux fonds aristocratique d'Ancien Régime qui n'est jamais véritablement disparu. Et on le voit dans les circonstances actuelles, le sentiment d'impunité qui caractérise une partie de la classe politique, une partie de la classe médiatique, du milieu intellectuel, ce vieux principe d'Ancien Régime qui fait en sorte que si nous sommes tous égaux devant la loi, théoriquement, certains devraient être un peu plus égaux que d'autres. Donc ce qu'on peut voir de l'affaire Strauss-Kahn, c'est de l'affaire DSK, c'est véritablement qu'elle met en scène deux compréhensions, deux appréhensions très distinctes de ce même principe fondamental, il va de soi, de l'égalité devant la loi. Ça révèle par ailleurs aussi toute une série d'autres phénomènes culturels contemporains, le rapport à l'intime dans l'espace public, la responsabilité des hommes de pouvoir, ce qu'on peut attendre d'eux sur le plan de l'exemplarité morale. Donc voilà toute une série de questions qui sont posées par cette affaire qui est loin d'être anecdotique. Mathieu, parenthèse, on parle de la France, des États-Unis. Est-ce qu'on peut élargir un petit peu avec le Canada, où est-ce qu'on se situe, nous? Le Canada anglais et le Québec, là-dessus, sont franchement nord-américains. Ça, il y a aucun doute là-dessus. En fait, le véritable contraste, c'est véritablement entre l'Europe et, on pourrait dire entre l'Europe latine et l'Amérique du Nord anglo-saxonne. On parle souvent du puritanisme anglo-saxon, du puritanisme nord-américain. C'est un puritanisme réel, historiquement, qui a été alimenté, remanié par le féminisme, effectivement, depuis une vingtaine d'années. Donc, les vieilles exigences puritaines ont été retraduites quelquefois dans le langage du féminisme, ce qui fait en sorte, alors qu'en France, on le sait, si le féminisme comme courant politique existe encore, disons qu'il a plus difficilement retravailler une vieille culture que certaines, comme Denise Bombardier, on dit, je crois que c'était sur les ondes de France Inter, la vieille culture machiste et patriarcale de la France. Donc, ce qu'on peut voir là-dessus, c'est qu'il y a, on aurait le sentiment, non pas seulement de différence de société, mais différence de civilisation. Mais différence de civilisation par rapport aux mœurs, différence de civilisation dans le rapport aux grands hommes, dans le rapport aux élites, dans le rapport à l'intime. Mais ce qui est particulier, c'est que en Amérique du Nord, c'est aussi machiste et patriarcal, parce que vous avez encore la défense de la veuve et de l'orphelin. Le féminisme en Amérique du Nord est patriarcal, de toute façon, parce qu'il repose la femme comme victime. Ça dépend ce qu'on entend par féminisme, ça dépend ce qu'on entend par patriarcal, mais disons que les anciens codes de la virilité machiste, pour reprendre un vocabulaire qui n'est pas le mien normalement, mais les anciens codes d'une virilité à l'ancienne sont beaucoup plus présents, effectivement, en France. Rappelez-vous cette formule de Dominique de Villepin. Cette fois, je crois que c'est raconté par Franz-Olivier Gisbert dans son livre sur Jacques Chirac, lorsque
Dominique de Villepin dit « La France veut être saisie et prise comme une femme ». Bon. On imagine plus difficilement un tel discours politique dans la classe politique nord-américaine. Donc, ce qu'on peut voir véritablement, c'est un contraste très net entre ces deux pôles de la modernité démocratique, que sont d'un côté, que sont la France et les États-Unis, un contraste très net dans leur rapport aux mœurs, mais dans leur rapport aussi à l'idée d'égalité, parce que c'est quand même ce qui est posé aussi, et par rapport à cette question centrale qui est celle de l'intime. Parce que on l'a dit, on le sait, on considère, par exemple, en France, que de telles questions, sauf lorsqu'elles relèvent du crime, évidemment, mais de telles questions, sortons juste un temps de l'affaire Strauss-Kahn, en France, un homme politique, un président qui n'aurait pas de maîtresse serait un homme politique indigne d'accéder à la première des fonctions. On s'inquiéterait d'un homme politique sans maîtresse. Alors qu'aux États-Unis, la moindre histoire de couchette, la moindre histoire, disons, de l'intime, justement, la moindre histoire sexuelle risque de faire déraper la carrière des uns et des autres. Donc, dans ce rap, et là, évidemment, il y a le rôle des médias là-dedans. En France, les médias considèrent qu'il est de leur devoir, justement, d'éviter la répercussion dans l'espace public de ces questions qui relèvent de l'intime. Vous avez une maîtresse, vous avez deux maîtresses, vous avez trois maîtresses, mais je vous en féliciterai, mon cher monsieur. Aux États-Unis, on considère qu'il faut, au nom de l'exemplarité des dirigeants, au nom de cet égalitarisme démocratique, on veut s'assurer en toutes circonstances d'une forme d'irréprochabilité des dirigeants, justement dans le domaine de l'intime. C'était finalement toute l'affaire Clinton dans les années 90. C'est le système juridique aussi qui fait qu'aux États-Unis, on a le droit de prendre en photo l'inculpé. Oui, mais ça, c'est le rapport. Alors là, les médias en ont fait leur gorge chaude, alors qu'on n'a pas ça au Canada ni en France. Ben, c'est encore une fois le contraste entre, je dirais, cette justice égalitaire et quelquefois qui a le spectacle qui est porté vers le lynchage, et de l'autre côté, la justice française qui est toujours d'inspiration monarchique. Je pose encore une fois le contraste parce que c'est intéressant à explorer ici. Aux États-Unis, pays démocratique s'il en est un, la justice doit être publique à un point tel qu'on a on a souvent des juges qui sont élus. C'est pas secondaire. Alors que en France, véritablement, cette autonomie du pouvoir judiciaire est quelque chose d'assez récent, qui n'est pas encore rentré dans les mœurs. On a davantage de sens de l'arbitraire du souverain. Et là, sur la question de la publicité faite aux coupables, c'est qu'à l'américaine, là-dessus, c'est comme si on avait renversé véritablement la présomption d'innocence. C'est-à-dire, auparavant, c'était en France qu'on devait faire la preuve de son innocence parce qu'on vous tenait coupable, et dans le système anglo-saxon, c'était l'inverse. Eh bien, une forme de renversement, tout le moins sur les questions liées aux mœurs, à la sexualité, à l'intime. Désormais, il y a un renversement. On doit, en France, on est tenu non coupable jusqu'à preuve de sa culpabilité, on est tenu innocent jusqu'à preuve de sa culpabilité, alors qu'en Amérique du Nord aujourd'hui, on est tenu pour coupable jusqu'à preuve de son innocence, une preuve qui ne sera jamais par ailleurs définitive. Si on ramène ça sur l'affaire DSK, évidemment, dans les circonstances, ne plaide pas pour DSK, dans les circonstances actuelles, c'est le moins qu'on puisse dire. Personne ne peut se prononcer parce que, bon, de toute façon, l'enquête est toujours en train de se faire aux États-Unis, mais ce qui est certain, c'est qu'on n'aurait jamais pu imaginer quelque chose de semblable en France, ou même en Italie, très certainement, on peut le voir avec Berlusconi. On ne peut pas imaginer un traitement semblable. On imagine difficilement une exécution médiatique, politique, professionnelle aussi définitive dans un autre pays que les États-Unis ici. Et ce qui est extraordinaire en plus aux États-Unis, c'est que vous avez une disproportion complètement entre une réaction et l'importance de la chose et l'affaire privée, si vous voulez. Prenez le cas de Clinton et Monica Lewinsky. Mais une présidence a failli chanceler, un très bon président du reste, a failli chanceler pour une affaire de pipe, carrément. À l'inverse, vous avez George Bush, qui va en guerre en 2003 contre l'Irak. Il y a des centaines de milliers de morts. À lui, il coule des jours tranquilles. Oui, mais je dirais là-dessus, effectivement, le cas Clinton est plus intéressant pour penser ça que le cas DSK. Parce que le cas DSK, effectivement, peut-être y a-t-il crime, peut-être y a-t-il crime tout simplement, et dans ce cas-là, que justice soit faite. Mais dans le cas Clinton, c'était beaucoup plus intéressant, c'est-à-dire effectivement, voilà une présidence qui a failli être sabotée et qui d'une certaine manière a été sabotée. Pourquoi? Parce que le président a transgressé manifestement tous les codes moraux attendus par le puritanisme américain, par un certain moralisme américain par rapport à ses dirigeants. Et ça, c'est véritablement, si on se fixe sur le cas Clinton qui permet de réfléchir à cette question, c'est qu'on voit la part déconcertante qui est prise aujourd'hui par l'intime dans la mise en scène du pouvoir. Le pouvoir se pense de moins en moins comme un pouvoir public et de plus en plus comme une forme de prolongation des vertus intimes ou des limites intimes de chacun. Autrement dit, l'homme politique de pouvoir, et c'est pas tant la femme politique, c'est l'homme politique surtout, parce qu'on imaginez la reine d'Angleterre qui couche avec son palefrenier,
c'est elle qu'on croirait et pas lui. Oui, très très juste. Hein? Très juste. Donc ça vaut surtout pour les hommes de pouvoir. C'est un certain sentiment de suspicion je crois que ça fait partie des excès du féminisme, les excès d'un certain féminisme qui a dérapé, cette espèce de sentiment de présomption de culpabilité envers les comportements soit sexuels ou soit culturels plus généralement des hommes. Mais si on pose la question de manière plus notez bien encore une fois, il faut le dire clairement, il ne s'agit de pardonner aucun comportement qui serait impardonnable. Il s'agit tout simplement de voir si quelquefois cette présomption de culpabilité ne va pas trop loin. Mais je ramène ça sur l'affaire Clinton, sur cette question de mise en scène de l'intime. C'est aujourd'hui, et puis ça nous détourne un peu de l'affaire des SK ici, mais c'est aujourd'hui une des conditions de la réussite politique, hélas, que cette mise en scène perpétuelle de l'intime. Pensez par exemple, Clinton qui a dû faire la preuve véritablement de sa réconciliation dans l'intime avec son épouse pour regagner sa crédibilité de dirigeant. De la même manière, rappelez-vous Sarkozy en 2007, et ça commençait avec l'espèce de Price People en 2007. Sarkozy, qui pour passer le test de la crédibilité présidentielle, fait un grand discours devant les gens de l'UMP en disant « j'ai changé » et il met en scène son histoire conjugale difficile avec Cécilia Sarkozy pour nous expliquer qu'il a changé, qu'il a connu lui aussi la douleur de la séparation, qu'il a connu lui aussi la douleur de l'incertitude amoureuse, et parce qu'il a connu cette douleur de l'incertitude dans l'intime, il est désormais préparé aux plus hautes fonctions. Et remarquez comment plus généralement, ça se répand aujourd'hui. Les hommes politiques ne veulent plus se faire d'abord connaître comme des figures publiques avec la part d'austérité à laquelle on peut s'attendre de la part des figures publiques. Hein. C'était le général de Gaulle, figure de l'austérité par excellence. Lui, oui. Je ne crois pas qu'il ait trompé Yvonne, non? Non, mais à tout le moins, s'il l'a fait, on l'a jamais su. Mais avec la France. Il l'a tenté avec la France. Bien sûr, mais ça, c'est permis. Mais il y a, je crois, on ne tolère plus aujourd'hui, c'est paradoxal, on ne tolère plus de l'homme politique quelque forme d'austérité que ce soit. On veut d'un homme politique qu'il nous prouve qu'il est comme nous. Et même dans la culture québécoise, je donne quelques exemples récents qui pourraient nous le rappeler. Rappelez-vous en 2003, je crois, en 2003-2004, quand le Parti québécois le PQ est battu aux élections en 2003, et là on se demande si Bernard Landry peut demeurer chef du Parti québécois. Et quel est le test que veulent faire passer à Landry ses communicants? C'est prouver que vous êtes un homme ordinaire qui ne fait pas que citer du latin et qui donne pas l'impression de sortir du cours classique. Alors qu'est-ce qu'on fait? On envoie Bernard Landry à Tout le monde en parle et il doit manger des crottes de fromage devant Guy Lepage qui lui donne du Bernie. Alors, c'est pas vrai. Bien sûr, j'avais pas vu ça. Mais rappelez-vous quand Bob Ray décide de sauter nu dans un lac pour nous prouver véritablement qu'il est capable, il est audacieux. Hein. Être audacieux aujourd'hui, c'est pas de prendre des mesures fiscale ferme pour être capable de restaurer la santé économique du pays. Non, c'est sauter nu dans un lac. Bon, rappelez-vous Michael Ignatieff, cet aristocrate qui décide d'aller flipper des burgers dans les conventions libérales pour nous prouver que lui aussi est capable de manger du Harvey's. Eh bien, tous ces phénomènes participent aujourd'hui, d'une manière ou de l'autre, à cette mise en scène de l'intime, à cette importance disproportionnée de l'intime dans la vie publique. Je mets Obama en exception, parce qu'avant d'être président, avant d'être sénateur et tout ça, d'être brillant comme ça, il faisait aussi du travail communautaire à Chicago. Donc lui, c'est un cas à part quand même, non? Le cas Obama nous a rappelé là-dessus, puis on peut avoir bien des réserves sur sa présidence, mais le cas Obama nous a rappelé toute une série de vérités qui avaient été niées par 20 ans de communication politique publicitaire artificielle. Obama se fait élire de quelle manière? D'abord en jouant le jeu de l'art oratoire à l'ancienne. Obama ne prononce pas des discours fabriqués sur mesure par des communicants qui connaissent 200 mots et qui croient que la population en connaît 150. Non, Obama, pas vrai, non, pas du tout. Je pense que les gens sont en attente d'un art oratoire à l'ancienne, si je puis dire, qui est capable de mettre en scène non pas l'intimité de chacun, mais de mettre en scène les drames collectifs, ceux de la nation. Obama va aussi avoir une figure d'intellectuel. Alors, dans une société, la société américaine, mais plus vastement, une société où on nous invite toujours à être un homme de terrain, un homme concret, un homme prosaïque, un réparateur de pneus avant d'être quelqu'un qui peut être capable de gouverner un État, eh bien, Obama décide de véritablement jouer la carte de la figure publique, de l'intellectuel capable de comprendre les grands problèmes de notre temps. Est-ce qu'il les comprend bien? Ça, c'est un tout autre débat et je crois qu'on pourrait faire de sévères critiques à Barack Obama. Mais dans son style politique, il a transgressé, si je puis dire, cet appel à la transgression aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, il a transgressé l'appel à la transgression. Je m'explique. Il y a aujourd'hui cet appel à la transgression on doit toujours être capable de devenir un humoriste pour être capable de devenir finalement député, ministre ou président. Oui. Bon, c'était André Boisclair qui rentrait dans une tente avec les justiciers masqués pour nous montrer qu'il était capable, lui aussi, d'être un homme drôle, sympathique et charmant. Eh bien,
Obama fait le pari du sérieux. Le pari du sérieux dans une époque qui nous invite à rire toujours, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il transgresse cet appel à la transgression, il réhabilite une certaine noblesse du politique, une certaine noblesse dans leur oratoire, une certaine noblesse dans la capacité à décider. Vous vous souvenez de son discours de Philadelphie? Bien sûr. C'était magnifique, en mars, pendant quoi, là? Ouais, sur la question des relations raciales aux États-Unis. C'était fantastique. C'était un discours remarquable. Alors, il faut, je dirais, c'est pour ça que je ramène la question DSK, aussi intéressante soit-elle et surtout passionnante soit-elle pour les Français et pour d'autres, ouvre sur toute une série de réflexions qui s'émancipent du cas DSK, qui, comme je le dis, relève de la criminalité dans ce cas-là peut-être, mais si on s'émancipe du cas DSK, ça nous offre toute une réflexion, un continent de réflexion sur la part de l'intime dans la vie publique aujourd'hui, sur cette mise en scène de l'intime et sur cette incapacité qu'on a quelquefois justement à penser de manière distincte et complémentaire selon les moments l'homme et sa fonction. Il y a deux choses, Mathieu. Je vous dirais, je suis d'accord avec vous, mais ça me dérangerait pas dans des pays, dans des républiques bananières par exemple, ou des pays secondaires. Mais quand c'est le premier pays de la planète pour une affaire sexuelle, quand vous avez quelqu'un si puissant à la tête du FMI, je veux dire, on a une disproportion entre ce que vous appelez le crime et la répercussion sur la fonction du directeur du FMI. Si c'était un dirigeant d'une république bananière, il y aurait moins de conséquences mondiales. Mais là, c'est gravissime, les conséquences. Oui, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et faut voir effectivement les conséquences. Je crois que c'était dans Valeurs Actuelles, je crois, le périodique français, où on se demandait si la chute de DSK allait faire chuter l'euro. Ah oui. Alors ça, voilà. Disons que là-dessus, comment, et ça, peu importe le jugement moral qu'on porte là-dessus, comment du bon ou du mauvais usage qu'un homme peut faire de sa liberté dans ce qui relève du domaine de la pure intimité, il peut y avoir des répercussions majeures sur le destin d'un peuple, sur le destin d'un pays, sur le destin du monde dans les circonstances actuelles. Projetons ça sur le 18e siècle, mettons, Pierre le Grand, le grand tsar russe qui, en 1703, fonde Saint-Pétersbourg. Imaginez qu'il ait mis son zizi là où il fallait pas en 1702, il n'y aurait pas eu de Saint-Pétersbourg. Oui. Imaginez Jean XXIII qui convoque Vatican II fin 50, début 60. Il a tâté de la fesse de quelqu'un 40 ans auparavant, n'est-ce pas? Paf, il n'y a pas de concile Vatican II, il n'y a pas d'aggiornamento de l'Église catholique. Imaginez, il y a l'affaire de Gandhi. Maintenant, il y a un Américain qui a écrit un bouquin, j'oublie son nom. Il paraît que Gandhi aurait été homosexuel. Parce qu'il y avait eu un architecte allemand en Afrique du Sud dont il était amoureux, etc. On a le trivial, ou le moins important, ou comme vous dites le privé, si vous voulez, qui compétitionne avec le public. Et on a deux ordres de grandeur dont le petit annule le grand. Oui, il y a une chose qui est certaine à travers ce que vous décrivez en ce moment, c'est que notre époque a véritablement changé ses critères d'appréciation du pouvoir. Ça, c'est quelque chose qu'on doit analyser avant de le juger, je dirais même, parce que c'est tellement récent, cette mutation, qu'avant de juger ce qu'il y en est, il faut chercher à comprendre ce qui arrive. Et qu'est-ce qu'on doit chercher à comprendre ici? Ce sont les critères à partir desquels nous apprécions désormais ceux qui sont appelés à nous diriger, à nous gouverner. Et ce test de l'intégrité morale, si je puis dire, dans l'intégrité morale, non plus l'intégrité du dirigeant, mais l'intégrité de l'homme privé. L'intégrité de l'homme privé qui doit désormais suivre les différentes prescriptions faites par notre époque. Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant à analyser pour voir comment aujourd'hui, effectivement, les dirigeants n'ont plus ce vaste domaine de l'intime qui était autrefois réservé aux rois, qui était autrefois réservé aux aristocrates. Et à la fonction, en fait. La fonction primait. C'est-à-dire qu'on acceptait, oui, effectivement, la fonction primait autrefois, mais on acceptait l'idée, parce que l'âge démocratique est quelque chose d'assez récent, finalement, dans l'histoire des sociétés humaines et dans l'histoire des sociétés occidentales. Pendant longtemps, on a beau avoir aboli les privilèges officiellement avec la Révolution, les privilèges ont demeuré sociologiquement. Les privilèges ont continué et plusieurs ont pu continuer justement. Le pouvoir venait avec la gloire et la gloire permettait une certaine luxure quelquefois, permettait tout un domaine qu'on pourrait dire qui se mettait à l'abri de la scène publique et qui était le domaine de l'épanchement des passions quelquefois les moins avouables.
cette époque semble, pour un moment tout le moins, semble se terminer, à tout le moins pour la classe politique. Parce qu'il n'est pas certain, toutefois, que dans le domaine de l'entreprise privée, dans le domaine des médias ou ailleurs, qu'on n'ait pas une plus grande tolérance, justement, envers les dirigeants, qu'on ne l'a envers les fonctions, ceux qui occupent des fonctions politiques. Et les animateurs radio aussi, vous pensez? Ça dépend si les animateurs Radio Ville-Marie. Mais, mettons ici, par exemple, qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait faire? Oh, vous savez, sur ces questions, moi, en ces matières, je suis à la fois, j'essaie de synthétiser, comme tant d'autres, le génie de la civilisation américaine et le génie de la civilisation française. Il faut se rappeler ce génie de l'Amérique qui consiste à faire que nous sommes tous égaux devant la loi. Il faut se rappeler cette pudeur française qui consiste à chercher à ne pas exécuter quelqu'un avant de savoir s'il est vraiment coupable. Mathieu, merci infiniment pour ces propos extrêmement éclairants. Je suis sûr qu'on va avoir l'occasion de parler de ces choses-là encore à l'avenir, durant le courant du mois de juin, peut-être. Très certainement. Hein? Voilà, alors ça nous amène à la fin du Midi Actualité. Il est presque 12h55. On va vous laisser avec un très gros babillard, beaucoup d'annonces passionnantes. Voilà, donc je remercie beaucoup Daniel Fortin à la technique, ici Jean-Philippe Trottier, qui vous fait un salut bien amical, vous remercie d'avoir été des nôtres et vous dit à demain à midi.